Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la sécurité de l'hydrogène. Je suis Franz Lahaye, chargé de mission hydrogène à l'INERIS, et le titre que nous avons choisi pour ce webinaire est « La sécurité de l'hydrogène et si on en parlait ». Alors en effet, si tout le monde a bien conscience que la sécurité est une composante essentielle du développement de la filière de l'hydrogène décarboné, ce n'est pas un sujet qui est si souvent abordé, ou en tout cas mis en avant, lors des événements ou lors des webinaires autour de l'hydrogène. Ce n'est clairement pas un sujet avec lequel on est très à l'aise quand on parle d'hydrogène, et pourtant, il est central. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser ce rendez-vous pour justement prendre le temps d'en parler et de vous apporter des éléments de connaissance et de réflexion sur les dangers liés à l'hydrogène, sur les phénomènes qui existent, qui peuvent survenir en cas d'accident et surtout sur les moyens qui existent pour maîtriser ces risques, moyens qui ont fait leurs preuves depuis des décennies et qui sont performants dès lors que l'on prend les précautions nécessaires pour bien les dimensionner, les mettre en œuvre avec des personnes qualifiées. Avant de démarrer ce webinaire, je voudrais donner la parole à Laurence Rouil, directrice de la stratégie de l'INERIS, pour quelques mots d'introduction. Je te laisse la parole, Laurence. Merci beaucoup, Franz. Merci, bonjour et bienvenue à tous. Je ne vous cache pas notre joie de vous accueillir, même si c'est par écran interposé, si nombreux pour cet événement. Vous êtes près de 200 connectés, près de 500 inscrits, et cela montre bien tout l'intérêt et la pertinence de notre initiative et l'intérêt que suscitent les questions de sécurité de l'hydrogène et le besoin des acteurs de la filière d'être informés et d'être accompagnés dans la démarche d'évaluation et de maîtrise des risques. Donc, cette démarche, cette compréhension, l'INERIS l'a mise au cœur de ses priorités, et les enjeux de la filière hydrogène, les enjeux de sécurité de la filière hydrogène font partie de la mission d'accompagnement de services publics de l'INERIS, des travaux de recherche qu'il est amené à mener, de programmes de recherche nationaux, européens, mais également d'activités, d'expertise qu'il réalise auprès des acteurs industriels et des collectivités. Donc, nous tâchons de répondre à ces demandes que l'on a vu fortement augmenter au cours des dernières années. Nous tâchons d'y répondre de la façon la plus pertinente possible et avec une réelle exigence de qualité et de transparence également. Aussi, ce webinaire est l'occasion pour nous de partager notre expérience, notre vision des enjeux liés à la maîtrise des risques de la filière hydrogène. C'est aussi un moment d'échange et voilà, nous sommes réellement très heureux de vous rencontrer. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Vous avez beaucoup à faire. Donc, merci par avance de votre participation. Et puis, je vous souhaite un excellent webinaire. Et Franz, je te rends la parole. Merci. Merci, Laurence. Merci beaucoup. Alors, voilà comment va se dérouler ce webinaire. Le format est court, 1h30. Alors, dans un premier temps, nous vous proposons des exposés techniques de 10 minutes environ, présentés par quelques-uns de nos experts et qui permettront d'aborder les grandes lignes de la sécurité de l'hydrogène. Cela durera environ 1 heure. Et dans la deuxième partie du webinaire, nous répondrons à vos questions. Alors, celles qui ont été envoyées avant le webinaire, lors de votre inscription, elles sont très nombreuses. Nous en avons eu plus de 250 et que nous avons passé en revue de façon à y répondre au mieux, et celles également complémentaires qui vous viendraient au cours du webinaire et que nous vous invitons à poser dans l'espace questions-réponses que vous pouvez afficher en cliquant sur l'icône Q et R qui normalement apparaît en haut de votre écran. Je signale également que ce webinaire est enregistré et que le lien permettant de le revoir vous sera transmis après le webinaire. Et dans les quelques minutes qui me restent, et avant de donner la parole à notre premier expert, Benno Weinberger, je voudrais, pour poser un peu le cadre général, rappeler quelques éléments de contexte sur le développement impressionnant que connaît la filière de l'hydrogène et les défis que cette évolution très rapide pose en termes de maîtrise des risques.
Et pour cela, je vais m'appuyer sur quelques transparents. Voilà. Alors, pour vous donner quelques indicateurs de l'évolution actuelle et des perspectives de croissance qui s'annoncent pour la filière de l'hydrogène. On peut se baser d'abord sur le volume global d'hydrogène consommé à l'échelle mondiale. Les projections de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, montrent que pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le volume d'hydrogène consommé pourrait être multiplié par 6. C'est ce que vous voyez ici. Donc, beaucoup plus d'hydrogène en termes de volume et aussi beaucoup plus de systèmes en opération. Vous avez ici en haut les perspectives tracées par France Hydrogène pour 2030, à droite, en comparaison de 2020 à gauche. Pour prendre simplement l'exemple des véhicules légers, c'est-à-dire les voitures, on part d'une situation en 2020 où on avait environ 400 véhicules d'hydrogène en circulation, à une situation en 2030 où on pourrait avoir jusqu'à 300 000 véhicules à rouler sur le territoire français. Idem pour les stations-service, on passerait de 40 stations environ en 2020 à environ 1000 stations sur le territoire en 2030. Les puissances des installations vont également aller en augmentant. Pour prendre l'exemple des électrolyseurs, qui sont aujourd'hui de quelques mégawatts tout au plus, on pourrait arriver demain à des usines d'électrolyse, qu'on appelle des gigafactories, de plusieurs centaines de mégawatts, voire plusieurs gigawatts. Et puis, pour pouvoir optimiser la quantité d'hydrogène stocké par unité de volume, on peut s'attendre également à une augmentation des pressions de stockage, qui sont aujourd'hui très élevées déjà, jusqu'à 1000 bars, mais qui pourraient encore augmenter avec de nouvelles technologies, des bouteilles de type 5 par exemple. Alors, au-delà de cet aspect quantitatif, on assiste également à une transformation structurelle de la filière de l'hydrogène. Aujourd'hui, on a une situation finalement assez simple où l'essentiel de l'hydrogène est produit à partir de procédés carbonés. L'hydrogène est transporté très peu sur de très courtes distances, essentiellement sous forme gazeuse, par des canalisations dédiées ou par la route. Et l'hydrogène est ensuite utilisé dans l'industrie de la chimie ou de l'acier globalement. Et demain, voilà à quoi pourrait ressembler, et encore de manière très simplifiée, la chaîne de valeur de l'hydrogène. Des procédés de production nouveaux, décarbonés, bien sûr l'électrolyse, mais pas seulement. Des modes de stockage et de transport de l'hydrogène plus variés, sous forme cryogénique, dans des matériaux solides, ou en utilisant des molécules secondaires telles que l'ammoniac, le méthanol, des électrocarburants, le e-méthane, le e-kérosène, etc., ou ce qu'on appelle des vecteurs liquides d'hydrogène, des LHC. Et puis, de nouveaux usages, à la fois dans l'industrie, mais aussi dans la mobilité, le bâtiment, la fourniture d'énergie, que ce soit par le réseau pour équilibrer les réseaux électriques ou en dehors des réseaux, pour des zones isolées, par exemple, ou pour des hôpitaux, d'autres activités stratégiques. Donc, de nouveaux procédés et de nouveaux usages qu'il faudra bien sûr sécuriser. Sur le plan plus spatial, géographique, l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie va conduire également à une décentralisation des usages et à une dissémination des systèmes hydrogène sur le territoire. Pour illustration, vous avez ici la carte des projets hydrogène qui sont pour certains déjà opérationnels ou pour d'autres en cours de développement en France. Vous voyez qu'on a une répartition géographique assez homogène finalement, même si quand on regarde dans le détail, les projets s'organisent au sein d'écosystèmes locaux ou régionaux, encore très centrés autour des grands consommateurs industriels historiques. Mais globalement, on va vers une dissémination territoriale et donc une plus grande proximité de fait potentielle entre les installations hydrogène et le grand public.
Et enfin, cette croissance de la filière signifie également beaucoup de nouveaux acteurs, parfois peu familiers avec l'hydrogène, et une filière également moins intégrée avec de nombreux maillons. J'ai pris ici l'exemple d'une station de recharge hydrogène, de bus hydrogène. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez de nombreux acteurs qui interviennent et qui portent chacun une brique, une composante de la maîtrise du risque. Ce qui pose la question de la gouvernance globale des risques et de la nécessité que les rôles et les responsabilités de chaque acteur en matière de maîtrise des risques soient clairement définis et bien articulés entre eux. Ce qui nous amène à formuler quelques enjeux de sécurité qui nous semblent importants. Il y en a d'autres que ceux que je vais exposer ici, mais on a mis un petit peu l'emphase sur cela pour assurer un déploiement sûr de la filière de l'hydrogène. Le premier d'entre eux, c'est peut-être le plus important, c'est la formation. La formation et la sensibilisation au risque hydrogène, avec schématiquement 3 niveaux de besoins. Un besoin au niveau ingénieur, des ingénieurs de conception de systèmes hydrogène, des ingénieurs HSE, etc. Un besoin au niveau technicien, des techniciens de maintenance, des techniciens d'exploitation, des techniciens d'essai, pour lesquels il serait intéressant de disposer de formations certifiantes. Et puis, pour des publics un peu plus larges, des modules de sensibilisation, typiquement de 2 heures à une demi-journée. Deuxième enjeu important, c'est de travailler sur la maîtrise du risque en amont, et notamment sur la normalisation et la certification des systèmes. Alors, il y a déjà tout un travail d'adaptation ou de création de nouvelles normes spécifiques à l'hydrogène qui est en cours au sein des différents comités de normalisation, travail qu'il faut poursuivre, bien sûr. Mais il y a aussi à définir des schémas de certification pour garantir la conformité des systèmes à ces différentes normes avant leur mise sur le marché. Troisième enjeu, le retour d'expérience. Nous sommes à un stade de déploiement de la filière où il y a encore assez peu de systèmes en opération, avec par conséquent un retour d'expérience encore assez limité. Il est donc très important de profiter de ces premiers déploiements pour recueillir et partager les informations sur les accidents ou incidents qui pourraient survenir, y compris les signaux faibles. Ce retour d'expérience sera aussi très utile pour enrichir les bases de données et ainsi affiner les probabilités de défaillance des équipements ou des barrières de sécurité en présence d'hydrogène, probabilités sur lesquelles il y a encore des fourchettes d'incertitude assez larges. Quatrième enjeu, c'est l'évaluation des phénomènes, des effets des phénomènes accidentels. Alors, c'est un domaine dans lequel beaucoup de progrès ont déjà été faits. On comprend mieux aujourd'hui la phénoménologie des scénarios accidentels et on sait mieux les modéliser. Il reste néanmoins à perfectionner les outils pour mieux prendre en compte des géométries de plus en plus complexes, avec des systèmes containerisés, on va le voir après, et des environnements très contraints, souvent urbanisés ou industrialisés, avec des effets dominos potentiels. Il y a également à progresser dans la compréhension et la modélisation des phénomènes liés à l'hydrogène liquide, qui est une forme de stockage amenée à se développer, notamment avec la mobilité lourde. Dernier enjeu important, la réglementation, qui doit évoluer au fur et à mesure de l'arrivée à la maturité des technologies. On a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est relativement mature pour la mobilité légère, les stations-service notamment, même si des travaux d'adaptation de la réglementation sont actuellement en cours. En revanche, il y a encore beaucoup de chantiers à ouvrir sur le plan réglementaire dans le domaine de la mobilité lourde, et notamment des infrastructures pour pouvoir accueillir en toute sécurité le vecteur hydrogène dans les ports, les aéroports, les tunnels, les parkings souterrains, pour pouvoir le transporter également via les réseaux de gaz, éventuellement, de gaz naturel, ou pour l'extraire du sous-sol dans le cas de l'hydrogène naturel, pour ne prendre que quelques exemples. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Si vous avez des questions sur cette partie, vous pouvez les poser dans l'espace réservé aux questions. Nous essaierons de les prendre. Et je vais maintenant passer la parole à Benno Weinberger. Benno, alors, c'est un de nos experts les plus reconnus dans le domaine de l'hydrogène. Il a 20 ans d'expérience sur le sujet. Il est spécialiste notamment des risques ATEX et il va nous rappeler quelques fondamentaux sur les propriétés de cette molécule et les dangers associés, en faisant également, je crois, un petit tour du côté de l'accidentologie. Donc, Benno, je te passe la parole.
bonjour à tous et toutes. Alors, oui, donc je travaille à l'INERT depuis 2009. Je suis aussi des groupes de normalisation SEN 268, sollicitation de service, puis ISO 197, certains groupes. Et je co-anime ensemble avec Bruno Debray et Jérôme Dovec aussi des formations au niveau des risques hydrogène. Voilà, donc si on regarde les propriétés d'hydrogène un peu génériques, on verra quand même que c'est un élément très abondant. C'est beaucoup plus léger que l'air. C'est un gaz inodore, incolore, non toxique, non corrosif, qui est plutôt un avantage. C'est un gaz à température ambiante, mais liquide à moins 253 degrés. Donc, il faut vraiment baisser la température beaucoup. Et on dispose de formes d'hydrogène, c'est le orthohydrogène et le parahydrogène, qui se présentent notamment à température ambiante à 75% de ortho et 25% de parahydrogène. Cependant, quand c'est liquéfié, ça passe pratiquement à 100% parahydrogène. Associé à ça, il y a l'effet Joule-Thomson inversé. Ça veut dire quand le gaz est détendu, on a un effet de chauffement. Autre point qui, surtout en faveur de l'hydrogène, c'est qu'on a une densité énergétique très, très importante par rapport à l'essence et les diesels par kilogramme. Cependant, quand on passe sur la densité énergétique par litre, on verra que cette valeur chute énormément, donc pratiquement un facteur 4 ou 5 par rapport à l'essence et diesel, et qui implique justement qu'on doit passer sur les très hautes pressions, voire 700 bars, pour obtenir des densités intéressantes ou liquides où on est à 70 grammes par litre. Alors, une spécificité d'hydrogène, si on compare ça avec un vecteur classique comme les méthanes, c'est qu'on a un plage d'explosivité qui est beaucoup plus large et qui nous ramène en fait sur une énergie explosive plus grande. Puis, autre point qui est aussi très important à retenir, c'est que l'énergie minimale d'inflammation, elle est 17 microjoules quand on se trouve dans la stéchiométrie, qui est à 29,5% à l'air, et qui nécessite en fait notamment la maîtrise des risques électrostatiques. Autre point qui est aussi très différent, c'est la vitesse de combustion qui s'y fait supérieure qu'avec le méthane et donc qui nous ramène en fait sur la problématique qu'on peut plus facilement passer d'une déflagration qui a avec une vitesse de flamme subsonique vers une vitesse de flamme supersonique, donc la détonation. Autre caractéristique de la flamme, c'est aussi que c'est un champ ultraviolet, donc la flamme elle est peu visible au plein lumière et ça nécessite notamment du matériel spécifique d'intervention. Et dernier point qu'il faut absolument aussi retenir dans les analyses de risque, c'est qu'il y a des différents phénomènes de fragilisation qui sont possibles en fonction de l'acier qui est utilisé. Donc, ça peut être la fissuration, ça peut être le clocage ou la formation des hydrures selon les métaux qui sont utilisés. Donc, tous ces points sont cruciaux pour l'analyse de risque à retenir. Si on regarde les phénomènes redoutés et leurs causes potentielles, c'est notamment la séquence de fuite qui nous pose des questions. Donc, elle peut se présenter d'une façon à l'extérieur ou dans une espèce confinée, surtout aussi dans les conditions où on a des jets supersoniques ou subsoniques. Donc, c'est en fonction de la pression qui est appliquée. Et on peut, dans cette circonstance, avoir deux différents scénarios qui se proposent. En fait, soit on a une source d'inflammation immédiate, donc c'est par exemple le cas qu'il y a un véhicule qui brûle, donc il y a une agression thermique sur le réservoir et les TPD qui protègent le réservoir à s'ouvrir. Donc on a un feu torche, c'est un jet enflammé avec des effets thermiques effectivement qui peut faire aussi des effets dominos. Là on voit par exemple le véhicule à côté.
Ou bien, on peut avoir un scénario retardé, soit dans un espace confiné ou à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'était un scénario sur un électrolyseur qui était défaillant et qui produisait hydrogène-oxygène dans les réservoirs. Et ces explosions, en fait, effectivement, c'était dans un espace confiné. Donc là, on a des problématiques aussi, des projections et des effets de surpression qu'on voit sur les vitres qui sont cassées et effectivement aussi des effets thermiques. Alors, si on prend comme exemple ici les causes pour une fuite, ça peut être la corrosion, la fragilisation, la vibration, l'usure, la fatigue suite à la variation de pression, l'agression mécanique, l'erreur humaine sur le raccord, donc ça peut être les mauvais raccords couplés, les serrages inadaptés, ou encore pendant l'intervention, la question erreur humaine sur l'inertage, ou bien inertage par un gaz qui comporte l'oxygène, bien aussi l'agression chimique est possible. Et ça, c'est pas exhaustif en fait. Hein. Après, on peut compléter des tableaux en fonction des circonstances qui sont sur place. Mais bon, en tout cas, on va retrouver la perte de confinement, la fatigue, formation d'une nage inflammable, et dès qu'il y a en présence d'une source qui peut inflammer cette mélange-là, on a soit l'explosion, soit le feu de torche. Très souvent, on a d'abord une explosion et qui va suivre d'une feu de torche. Alors, qui nous dit l'accidentologie? Là, tout d'abord, je veux vous inviter de voir 3 différentes bases de données qui sont accessibles. Donc, une qui est publique en France par PIARIA qui contient à peu près 250 différents accidents d'hydrogène, mais surtout dans les domaines classiques, donc pour la production d'ammoniac et aussi l'usage d'hydrogène dans les raffinages. Puis, il y a une américaine maintenue par le Department of Energy, donc Hydrogen Tools, qui est très pédagogique et qui a aussi à peu près 200 différents accidents survenus sur l'hydrogène, mais l'hydrogène pur. Et puis, il y a une qui est maintenue par le GRC, donc le Joint Research Center, qui contient notamment aujourd'hui tous les accidents qui arrivent dans les projets européens financés par Hydrogen Europe. Alors là, on représente en fait les conséquences des rejets involontaires qui s'étaient analysées par PIARIA, où la question c'était est-ce qu'on a plutôt un feu suite à la libération ou une explosion ou une fuite non enflammée. Et donc les résultats c'était sur le 213 accidents qui étaient analysés que 84% présentent des incendies ou des explosions et uniquement 16% sont des fuites d'hydrogène non enflammées. Donc, il faut quand même garder en tête que toutes les accidentologies qui sont remontées sont souvent uniquement remontées quand il y a quelque chose d'important qui a lieu. Ça veut dire une petite fuite n'est pas fortement remontée. Les types d'accidents et leurs conséquences sont aussi analysés. Et donc, sur les conséquences entre morts, blessés graves, blessés, dommages matériels internes, dommages matériels externes, perte d'exploitation interne ou population évacuée, on voit surtout que principalement les salariés sur site sont touchés, voire le matériel est endommagé sur site. Les sécuristes sont rarement, et le public sont rarement touchés. Et surtout, tous les accidents mortels, ils restent en fait sur site qui concernent les salariés. Autre point qui est aussi très intéressant à retenir, c'est que sur les 25 cas avec des accidents mortels, à peu près la moitié se sont produits lors de l'intervention de la maintenance. Et sur la défaillance des matériels, on voit surtout les deux causes en avance, et la défaillance des joints, des vannes, qui sont à l'origine des fuites, puis aussi la problématique des corrosions. Et après, c'est la défaillance d'automatisme et d'instrumentation avec à peu près 20%. Et le dernier point qui est très important à retenir, c'est que ce 60% des accidents où la cause elle était connue, c'était surtout une question d'origine organisationnelle ou humaine. Alors, la base de données qui est maintenue par le Department of Energy, donc Hydrogen Tools, elle a analysé un peu les facteurs liés à l'équipement pour les incidents.
Concernant les tuyauteries, raccords et les vannes, on retrouve des causes comme la malle des musulmans ou mal installée. Une mal étiquetage entraîne des erreurs opérationnelles et des fuites dues à des maintenances insuffisantes. Concernant le stockage, on voit que la défaillance disque de rupture, la défaillance de la soupape de surpression, la surpressurisation des réservoirs de stockage par les opérateurs ou bien l'infiltration d'oxygène ou air dans les récipients contenant l'hydrogène aussi, souvent par les erreurs opératoires. Un dernier point qui était aussi analysé par Hygiene Tools, c'était les facteurs liés à l'erreur humaine pour les incidents. Donc, ils mettent en avant que le personnel ne suit pas les procédés écrits, qu'il y a des actions inattentives et complaisantes du personnel utilisant l'hydrogène et l'équipement connexe, que le personnel est insuffisamment formé sur les propriétés de l'hydrogène et les conséquences potentielles en cas de fuite, et qu'il y a un manque de formation de personnel sur des équipements, des systèmes, des scénarios de fonctionnement spécifiques. Donc, on voit bien que les clés essentielles pour maîtriser la sécurité, ça peut être la formation. Je vous remercie pour votre attention et à la fin, bien sûr, je suis disponible pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Beno, pour cet exposé des principaux risques et phénomènes que l'on peut rencontrer avec l'hydrogène. On va maintenant visualiser et plus concrètement, presque ressentir physiquement, je dirais, ces phénomènes avec Jérôme Daubec. Alors, Jérôme est un expérimentateur et un modélisateur de l'hydrogène. Il aime beaucoup jouer avec l'hydrogène sur nos plateformes d'essai et il connaît très bien l'hydrogène et il est en contact avec l'hydrogène presque chaque jour. Donc, Jérôme, je te laisse la parole pour en parler. Merci Franz, merci pour cette présentation. Donc, comme l'a présenté mon collègue Beno à l'instant, l'hydrogène en fait est un gaz inflammable qui comporte des risques assez particuliers. Et donc, le déploiement de la filière hydrogène et surtout l'évaluation des conséquences des phénomènes dangereux liés à l'utilisation de l'hydrogène gazeux ou liquide est un point central dans les études de sécurité autour des objets hydrogène. Alors, ce que j'appelle un objet hydrogène, en fait, c'est un objet, un procédé qui va utiliser l'hydrogène, comme les piles à combustible, électrolyseurs et autres. Ces objets, comme le précisait Franz dans son introduction, sont installés dans des environnements qui sont de plus en plus contraints, comme des environnements comme des environnements urbains. Donc, pour faciliter leur installation, il est nécessaire d'évaluer au plus juste les conséquences de ces phénomènes dangereux, qui sont, par exemple, les effets thermiques d'une fuite enflammée ou les effets de surpression suite à une explosion confinée ou non confinée d'hydrogène ou consécutif à l'éclatement d'une capacité. Donc pour cela, il est nécessaire de disposer d'outils et de méthodes de modélisation précises de l'ensemble de ces phénomènes dangereux qui sont qualifiés sur des essais représentatifs des situations réelles. Donc il existe ainsi une complémentarité forte entre la modélisation et l'expérimentation, et notamment l'expérimentation à grande échelle. En effet, l'expérimentation à grande échelle permet d'apporter des données de référence autour de situations qui sont que l'on veut de plus en plus réalistes, et permettent également en fait le développement de modèles physiques permettant d'appréhender au mieux les phénomènes dangereux. Et ces données, ces modèles physiques viennent alimenter en fait deux degrés de modélisation que sont des modélisations phénoménologiques de type corrélation ou outil d'ingénieur qui permet d'avoir une estimation des distances d'effet des phénomènes dangereux relativement rapidement. Et cela vient alimenter également la modélisation tridimensionnelle, donc c'est-à-dire la modélisation CFD, donc la modélisation numérique, la résolution numérique des écoulements, et la modélisation élément fini, pour lequel, en fait, bien évidemment, ces modélisations permettraient d'estimer également les distances d'effet, mais sont surtout utiles pour modéliser en fait des situations complexes, comme on va le voir par la suite. Donc, parmi l'ensemble des situations qui ont été étudiées et qui font l'objet en fait d'études approfondies, on retrouve les fuites d'hydrogène et ses conséquences. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les fuites d'hydrogène conditionnent l'ensemble des phénomènes dangereux auxquels on peut s'attendre, comme l'a présenté Beno tout à l'heure. Si la fuite est de petit débit, en fait, on peut avoir un panache. Donc un panache, en fait, est une dispersion qui va être uniquement pilotée par les forces de flottabilité. Comme on peut le voir à l'écran, en fait, on est sur des tout petits débits avec une très faible quantité de mouvement de rejet. Par contre, pour des jets dont la surpression est supérieure à des pressions de quelques bars, en fait, on va se retrouver dans le cas d'un jet gazeux turbulent, en fait, où l'écoulement va être piloté par la quantité de mouvement. L'essai que vous voyez ici, en fait, est un jet à 250 grammes seconde qui a servi de base, en fait, à une étude paramétrique que l'on a menée il y a quelques années, où on a pu, par des mesures, en fait, étudier les profils de concentration le long de l'axe, comme vous voyez présenté ici, et également le profil de turbulence qui va piloter directement les effets d'une explosion si cette fuite venait à être enflammée. Sur cette base, en fait, nous avons pu mettre en place des modèles plus ou moins complexes qui nous ont permis, au niveau de la modélisation phénoménologique, de déterminer typiquement la cartographie des concentrations à l'intérieur du rejet, mais également apporter des éléments sur une modélisation CFD qui permet là, bien évidemment, d'évaluer la cartographie des concentrations, mais surtout de permettre d'appréhender en fait la dynamique de formation du rejet hydrogène. Si cette fuite maintenant vient à s'enflammer, en fait, selon la temporalité de l'inflammation, on peut avoir soit un feu torche, comme vous le voyez ici, en fait, donc un jet de flamme ou un jet enflammé. Sur la base de mesures réalisées à la fois des mesures de température et des mesures de flux rayonnés, nous avons pu mettre en place des modèles permettant typiquement de cartographier les températures de flamme à l'intérieur et à l'extérieur de la flamme, donc typiquement dans des tranches, dans des plans perpendiculaires à l'axe du rejet ou dans l'axe du rejet. Et bien évidemment, ça permet également d'apporter des éléments de validation sur les fuites enflammées d'hydrogène, comme vous pouvez le voir sur cette image de modélisation CFD. Si maintenant l'inflammation est différée ou retardée, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à l'hydrogène de se mélanger avec l'oxygène de l'air, on arrive à des situations d'explosion de jet, donc ce qu'on appelle un UVCE, comme vous pouvez le voir ici, où vous avez une visualisation rapide du développement de la flamme dans un jet d'hydrogène. Et toute cette campagne expérimentale nous a permis en fait de mettre typiquement en place une méthodologie pour appréhender la violence d'explosion en fonction du débit de fuite, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a ici un abat qui permet de déterminer la violence d'explosion en fonction du débit de fuite. Bien évidemment, la situation de fuite telle que je vous la présentais peut se produire dans des situations où on a un confinement. Et c'est le cas que l'on retrouve en fait lorsque les objets hydrogènes sont installés dans des containers ISO. La particularité du container ISO, c'est que c'est facile à manutentionner, donc on peut venir le placer et l'installer relativement rapidement. Mais par contre, pour permettre leur déploiement, ces installations doivent faire l'objet d'une attention particulière en termes de sécurité, en termes de protection. C'est la raison pour laquelle en fait l'INERIS a conçu et mis en place il y a quelques années une installation très modulaire, représentative des configurations réelles. Les dimensions de ce container, en fait, de cette chambre expérimentale, en fait, a les mêmes dimensions qu'un container de marine. Et à partir de là, nous avons pu tester différentes situations d'explosion et reproduire différentes explosions réalistes, c'est-à-dire par rapport à l'encombrement interne, par rapport à des dispositifs de sécurité qui permet de tester différentes solutions de mitigation, comme on peut le voir, notamment par l'influence de la position des évents sur la décharge de l'explosion. Ici, un essai à 21% d'hydrogène, sur lequel en fait, nous avons des évents de sécurité et une porte qui vient s'ouvrir. Autre essai réalisé très récemment, en fait, l'influence de grilles de ventilation sur la décharge de l'explosion, comme vous pouvez le voir ici, en fait, où on voit en fait le comportement de la grille et le départ. Et par un jeu de mesures à la fois de vitesse de flamme, capté par caméra rapide et par mesure de surpression, on peut voir comme ça l'influence de l'ouverture de ces grilles de ventilation sur les effets de l'explosion et notamment sur la décharge.
Parmi l'ensemble de la filière hydrogène, un élément clé est le stockage hyperbare d'hydrogène. Comme l'a souligné Beno et Franz avant lui, le stockage de l'hydrogène est un réel défi en fait, pour le déploiement de la filière hydrogène. Et donc, du coup, il faut vraiment se poser des questions sur la sécurité de ces réservoirs, d'autant plus que les technologies évoluent constamment et ces réservoirs vont être largement déployés dans un avenir proche. Donc, en fait, pour évaluer au plus juste les conséquences, que ce soit des effets de surpression ou des effets thermiques dans des situations accidentelles, en fait, et notamment dans des environnements contraints, il convient de connaître au mieux leur comportement dans des situations réelles, typiquement d'agression thermique. Donc, on peut se retrouver dans le cas où un réservoir est installé sur un camion et un feu de pneus se déclare. Est-ce que le réservoir peut éclater sur ce type d'agression? Et également les agressions mécaniques, donc c'est le cas typiquement de l'éprônage d'un réservoir par des fourches de chariot élévateur. Il convient également, donc certes, de connaître le comportement de ces bouteilles dans ces situations accidentelles, mais également de définir et d'évaluer les performances des barrières de sécurité qui sont installées sur ces réservoirs. Typiquement, le phénomène que l'on cherche à éviter, c'est le phénomène d'éclatement. Donc là, vous voyez une bouteille qui est prise dans un feu, qui va éclater, donc qui crée une très, très grosse boule de feu avec des effets de pression que l'on a mesurés à distance. Donc, un des facteurs clés reste bien évidemment la sécurité autour de ces stockages. Donc, tous ces exemples de travail autour de la phénoménologie de l'hydrogène nous a permis en fait d'apporter des éléments quant à la modélisation tridimensionnelle des phénomènes dangereux, donc à la fois de la modélisation CFD et de la modélisation élément fini, sur la résistance des enceintes à protéger. Et donc, ça nous a permis en fait de qualifier un certain nombre d'outils de modélisation autour des phénomènes dangereux. Donc, vous avez ici typiquement une modélisation réalisée dans le cadre d'une fuite confinée d'hydrogène, donc avec la formation d'une strate de gaz, et vous voyez ici l'évaluation. Vous voyez ici l'évacuation de l'hydrogène par une bouche de ventilation. Autre situation que étudiée en fait d'un point de vue numérique est la modélisation des explosions confinées. Donc typiquement ici vous avez la modélisation d'une propagation de flammes dans une enceinte de 4 mètres cubes munie d'un évent de décharge d'explosion. On arrive à voir en fait ici l'évolution de la flamme et la propagation des ondes de pression à l'extérieur. Et bien évidemment, qui dit protection d'une enceinte dit bien évidemment résistance des structures. Donc il est important en fait de connaître le comportement mécanique à l'explosion et également aux agressions thermiques typiquement d'un container, donc d'une enceinte que l'on a à protéger. Et donc, du coup, voilà quelques résultats de modélisation que l'on a, typiquement une paroi latérale d'un container de 20 pieds, en fait, qui serait sollicitée en surpression. Et vous avez ici, en fait, une identification des déplacements, en fait, de la paroi, des déplacements maximales, et bien évidemment des contraintes maximales résiduelles que l'on peut atteindre au niveau de cette paroi. Donc, tous ces éléments, en fait, montrent qu'il reste encore un certain nombre de points à éclaircir, même si on commence à avoir une bonne idée au niveau de l'utilisation une bonne idée des phénomènes au niveau de l'hydrogène gazeux. Donc, les points clés qu'il reste encore on va dire, à dégrossir, à étayer, sont notamment les fuites sur les raccords. Donc, bien évidemment, caractériser le débit de fuite en fonction de la sollicitation mécanique que subit le raccord, typiquement des sollicitations de vibration, de desserrage, etc. Et bien évidemment, la répartition de l'hydrogène autour de ces raccords qui conditionnent, comme vous avez pu le voir, les effets potentiellement d'une explosion ou des effets thermiques sur une fuite enflammée. Les explosions dans les situations réelles, en fait, donc il est intéressant d'étudier ça puisque beaucoup de projets ont travaillé autour des situations académiques, mais se rapprocher de la situation réelle, notamment au niveau de l'encombrement et notamment des débits de fuite, est importante pour caractériser au mieux les effets d'une explosion. Bien évidemment, la résistance mécanique des enceintes que l'on a à protéger. Au niveau de la mitigation de ces phénomènes, bien évidemment, des travaux importants sont encore à mener sur la détection de l'hydrogène, à la fois sur la détection de la fuite d'hydrogène, mais également sur la détection typiquement des fuites enflammées. Au niveau de la dispersion, beaucoup de travail autour de la stratégie de ventilation, même si on a beaucoup d'éléments qui sont connus. Et puis la stratégie de mitigation, on a les stratégies classiques de mitigation qui sont la mise en place d'évents de sécurité, mais il existe aussi des techniques alternatives qui permettraient de
passiver l'explosion ou de rendre les effets plutôt acceptables. Et bien évidemment, la protection autour des stockages, donc c'est-à-dire notamment autour des performances des barrières de sécurité, au niveau des protections thermiques et mécaniques, dans le sens où est-ce que la barrière de sécurité se déclenchera dans l'ensemble des situations que peut rencontrer un réservoir. Et donc, il existe un dernier pan entier de recherche qui est autour de l'hydrogène liquide, même si la phénoménologie autour de l'hydrogène liquide et l'hydrogène liquide est largement utilisée au niveau de l'aérospatial, le déploiement de ces technologies de stockage à des fins de grand public, en fait, rend obligatoire la recherche pour essayer de prendre au mieux en compte ces phénomènes dangereux. Donc les premières données relatives à ces phénomènes ont été produites très récemment, donc elles nécessitent encore une analyse approfondie et une poursuite des travaux. Et donc cela va toucher aussi bien le réservoir, le comportement des réservoirs d'hydrogène liquide, les rejets d'hydrogène liquide avec potentiellement la formation d'une nappe de liquide, la formation d'hydrates et bien évidemment la formation des nuages combustibles, à la fois en termes de caractérisation des champs de turbulence et des champs de concentration. Bien évidemment, la combustion de ces rejets avec potentiellement la formation de feux torches ou la formation d'incendies de nappe de liquide, comme on peut l'avoir pour des hydrocarbures classiques. Et puis tout ce qui est autour de la dispersion confinée d'hydrogène, parce que dès que l'on a une fuite d'hydrogène liquide en milieu confiné, on va potentiellement avoir des effets de densité et de température, et bien évidemment tout ce qui est autour des aspects explosion, des nuages d'hydrogène qui vont être très froids. Donc beaucoup de travaux encore autour de la sécurité hydrogène pour mieux appréhender et surtout mieux modéliser ces phénomènes dangereux liés à l'utilisation de l'hydrogène liquide et l'hydrogène gazeux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation vraiment très claire et très visuelle qui nous permet d'avoir une bonne idée des phénomènes qui peuvent survenir dans le cas où la sécurité est mal maîtrisée. Et nous avons aussi commencé à voir avec toi également des moyens qui existent de maîtrise des risques, ou en tout cas d'atténuation des effets liés à des phénomènes dangereux. Alors nous allons maintenant, avec les deux présentations suivantes, rentrer davantage dans la partie maîtrise des risques, en commençant par la sécurisation des systèmes en amont, et plus spécifiquement la normalisation et la certification. Nous avons pour cela un spécialiste, Bruno Debré, chargé de mission certification à l'INERIS et qui connaît également très bien l'hydrogène. Donc je te passe la parole, Bruno. Mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci Franz pour cette introduction. Beno et Jérôme vous ont présenté les dangers de l'hydrogène. Moi, je vais vous présenter un peu une partie du cadre réglementaire qui permet finalement d'encadrer la mise sur le marché des produits qui vont permettre de mettre en œuvre l'hydrogène et qui permettent d'encadrer donc les dangers et les risques de ces produits. Alors, l'essentiel de ma présentation est en fait un contenu qui est issu du guide pour l'évaluation de la conformité et la certification des systèmes à hydrogène que nous avons rédigé en 2021 et qui a été donc réalisé en collaboration avec France Hydrogène et avec l'ADEME et qui est accessible sur le site de l'ADEME ou sur notre site INERIS. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, avant de rentrer directement dans la question de la certification des produits et des compétences, je vais vous faire un petit rappel du cadre réglementaire global qui concerne les technologies de l'hydrogène. Donc pour ça, j'ai représenté ici une station-service d'hydrogène avec une unité de production d'hydrogène par électrolyse, un système de stockage et puis la station-service à proprement parler qui alimente un véhicule. Cette installation, elle est couverte par le Code de l'environnement et en particulier la réglementation sur les installations classées. Dans cette installation, on va avoir des travailleurs et les travailleurs, la protection des travailleurs est un point essentiel du Code du travail.
Et sur ce sujet-là, il y a en particulier la réglementation ATEX à appliquer dans le contexte de l'hydrogène, puisqu'on a vu que l'hydrogène est un gaz inflammable et donc il présente des risques d'explosion lorsqu'il est mis en œuvre, notamment en cas de fuite. Les véhicules, eux, sont couverts par des réglementations spécifiques, et notamment le règlement ONU R134 qui, depuis juillet 2022, a remplacé le règlement 79/2009 que certains d'entre vous connaissaient peut-être. Et puis, ce qui va nous intéresser maintenant plus particulièrement, c'est la réglementation qui s'applique aux composants de ces installations, et qui est directement issue des directives dites nouvelle approche. Donc, ce sont des directives européennes qui concernent les règles communes applicables à la mise sur le marché des produits. Alors, voilà, dans cette diapo, j'ai essayé de synthétiser toutes les réglementations applicables dans ce contexte de mise sur le marché des produits. Donc, applicables au système à hydrogène. Alors, attendez, je vais démarrer mon pointeur. Donc, les systèmes à hydrogène, c'est ceux qu'on a vus sur la diapo précédente, système d'électrolyse, de compression, de stockage. Les systèmes aussi qui utilisent des piles à combustible pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène, et puis les stations de distribution. Mais on peut aussi parler par exemple, de chariots élévateurs ou d'engins de chantier à hydrogène. Tous ces systèmes-là, en fait, quand ils sont mis sur le marché, ils doivent être conformes aux directives européennes, équipements sous pression, machines, ATEX éventuellement, CEM, compatibilité électromagnétique, basse tension. Donc, un fabricant, il va devoir finalement concevoir son système en s'appuyant, si possible, sur un ensemble de normes harmonisées qui vont lui permettre de démontrer que son système a une présomption de conformité aux directives européennes. Éventuellement, il va devoir faire appel à un organisme notifié qui va certifier la conformité de son système à ces directives. Et à la fin, il va pouvoir apposer le marquage CE sur son système, sur son produit. Alors, dans le cas de l'hydrogène, les enjeux, c'est en particulier ceux qu'on a vus à l'instant, ceux qui sont liés à la pression, et donc la directive équipement sous pression joue un rôle très important, et puis ceux qui sont liés à la maîtrise du risque explosion, qui est abordée à travers deux directives. La directive ATEX, mais qui ne concerne finalement que les produits qui sont destinés à être implantés dans une zone ATEX ou qui génèrent une zone ATEX autour d'eux, et puis la directive machine, dans le cadre de laquelle le risque d'explosion est explicitement abordé. Et là, c'est notamment le risque d'explosion à l'intérieur de la machine. Alors, comme je le disais, pour appliquer ces réglementations, on s'appuie sur des normes harmonisées. Il se trouve qu'il n'existe pas actuellement de normes harmonisées spécifiques à l'hydrogène. Donc, en parallèle aux normes harmonisées génériques qui concernent les équipements sous pression, quelle que soit la nature du gaz qu'on met en œuvre dans l'équipement, ou les normes génériques relatives à la directive machine, il y a tout un travail de normalisation actuellement en cours pour développer des normes spécifiques applicables au système à hydrogène, alors qui n'ont pas encore le statut de normes harmonisées, donc qui n'apportent pas encore de présomption de conformité aux exigences des directives, mais qui permettent quand même d'établir les bonnes pratiques en matière de maîtrise des risques. Donc j'ai mis ici la liste de ces normes qui sont notamment élaborées dans le cadre de l'ISO TC 197 dont Beno a parlé tout à l'heure. Alors, ça, c'est le cadre général qui s'applique aux installations stationnaires ou à ceux qui s'y apparentent, notamment les véhicules, les engins de chantier. On a, pour les applications mobiles routières, un peu le même système, puisque là, on a le règlement UN-ECE R134 ou ONU R134 qui définit un ensemble d'exigences, et finalement, c'est
un organisme aussi certificateur, en l'occurrence le CNRV en France, qui à un moment va décréter la conformité du véhicule aux exigences de ce règlement, qui notamment définit aussi une série de tests, d'essais qui doivent être réalisés. Et puis on retrouve la même chose dans le domaine du transport de marchandises dangereuses avec la directive équipement sous pression transportable, où de la même manière, on doit certifier la conformité des équipements, notamment des citernes de transport de l'hydrogène. En revanche, pour tout ce qui est nouvelles applications, le cadre finalement spécifique que l'on pourrait appliquer pour l'hydrogène est encore en développement et on a quelque chose qui n'est pas encore complètement robuste dans son application, et toutes les applications qui ont été développées jusqu'à ce jour l'ont été sur des analyses de risques spécifiques au cas par cas. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tout ce transparent. Il présente la démarche en vue de la mise sur le marché des produits. Cette démarche, elle commence par déjà identifier finalement les directives qui s'appliquent, c'est ce que nous avons fait, en extraire les exigences essentielles, identifier les procédures d'évaluation, mettre en œuvre le processus de conception et de production en s'appuyant sur les normes harmonisées, et puis aboutir après à la certification de la conformité du produit, qui peut être soit de l'auto-certification, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans le cadre de la directive machine, où il n'y a pas obligation pour les types de produits dont on parle ici de faire appel à un organisme notifié, ou de la certification réglementaire par un organisme notifié. Et puis, une fois que le produit a été certifié, qu'on peut assurer la conformité du produit, le fabricant établit la déclaration de conformité, il marque CE son produit. Et dans tout ce processus, l'évaluation des risques joue un rôle central, puisque finalement, toutes les exigences essentielles, elles visent à maîtriser des risques, et on doit souvent démontrer cette maîtrise par l'évaluation des risques. Alors, je dis qu'il y avait de la certification, de l'auto-certification ou de la certification réglementaire, mais finalement, on peut être intéressant pour un fabricant d'avoir une certification par un tiers sur des aspects pour lesquels il n'y a pas d'exigence réglementaire de certification par un tiers. Et c'est ce qu'on va appeler la certification volontaire. Donc, cette certification volontaire, elle permet d'apporter finalement une confiance supplémentaire dans le produit. Cette certification volontaire, elle peut être soit directement relative à des exigences essentielles d'une directive quand la directive n'impose pas le recours à un organisme notifié, soit une conformité à des normes spécifiques, soit une conformité à un référentiel spécifique qui aurait été créé en collaboration avec diverses parties intéressées pour finalement définir comment on doit évaluer la conformité ou la sécurité d'un produit. Donc l'INERIS délivre plusieurs types de certificats volontaires. Vous avez ici quelques exemples de certifications que nous avons développées, notamment dans le cadre international de l'IECEX, mais aussi des certifications qui sont vraiment propres à l'INERIS, électrostatique INERIS aussi l'INERIS. Et puis, on a aussi la capacité de développer des nouveaux référentiels pour répondre aux besoins de l'industrie en collaboration avec des parties intéressées. Alors, je fais un tout petit focus sur la réglementation ATEX parce que c'est une réglementation dans laquelle la certification joue un rôle important. Déjà pour dire que cette réglementation ATEX, elle est issue de deux directives, l'une qui concerne la protection des travailleurs et qui est transposée dans le Code du travail, et puis une autre qui concerne la mise sur le marché des matériels destinés à être utilisés en ATEX et qui donc est transposée dans le Code de l'environnement. La démarche ATEX, finalement, elle consiste déjà à essayer, dès le départ, d'appliquer les principes de sécurité intégrée, donc de concevoir un produit dans lequel on va empêcher la formation d'atmosphères explosives, dans lequel on va éviter l'inflammation d'atmosphères explosives, et puis dans lequel on va réduire au maximum les effets nuisibles d'une explosion si on n'est pas complètement sûr d'avoir éliminé le risque d'explosion. Et pour ça, on va évaluer les risques d'explosion, donc à la fois les risques de formation d'ATEX et le risque d'inflammation, établir un classement de zones où une ATEX est susceptible de se former,
Et puis, dans ces zones, on va mettre en œuvre du matériel certifié ATEX, on va avoir des obligations de formation des travailleurs, et on va mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques qui vont être synthétisées dans un document qui s'appelle le document relatif à la protection contre les explosions, le DRPCE, qui est une annexe du document unique. Et on s'appuie pour ça sur des normes, et notamment la norme que j'ai citée ici, NFEN IEC 60079-10-1, qui est la norme de référence pour le classement de zone ATEX. Donc, on voit que là-dedans, on va devoir mettre en œuvre du matériel qui aura été certifié ATEX, et que pour réaliser cette démarche, on a besoin de personnel compétent, à la fois pour l'évaluation des risques ATEX. Et pour ça, on a développé à l'INERIS une certification de compétences qui s'appelle REF-ATEX, mais aussi compétent sur la maintenance du matériel ATEX. Alors, dans le contexte de l'hydrogène, l'INERIS réfléchit actuellement à développer de la certification de compétences spécifique finalement pour les besoins de la filière hydrogène, en ciblant, et notamment, Franz l'a dit tout à l'heure, en particulier les personnels qui sont impliqués dans les opérations de maintenance, avec les enjeux de ne pas se mettre en danger finalement quand on intervient dans une installation, ne pas générer des risques nouveaux lorsque l'on intervient pour l'environnement, pour les personnes qui sont autour, et puis ne pas dégrader par l'intervention le niveau de sécurité du système. Donc c'est exactement la logique que nous avons actuellement dans la formation, la certification ISMATEX, mais qui concerne l'ATEX de manière très générale, et que l'on va maintenant finalement développer avec nos partenaires, notamment dans le cadre du projet Génio, pour plus spécifiquement les systèmes à hydrogène, en prenant en compte non seulement l'ATEX, mais aussi les risques liés à la pression ou les risques liés à la compatibilité des matériaux. Voilà, donc en conclusion, même pour les installations qui ne sont pas soumises à la réglementation sur les installations classées, il y a un cadre européen qui s'applique sur la sécurité des composants et qui est lié au cadre européen pour la commercialisation des produits. L'évaluation des risques, c'est une étape clé de la certification et de la maîtrise des risques sur les installations. Et pour toutes ces, à la fois la démarche de certification et d'évaluation des risques, l'INERIS est un acteur qui peut venir en soutien, soit en accompagnement en amont, soit en certification des produits en aval. Et notamment sur les aspects relatifs à la maîtrise du risque d'explosion, sur lesquels nous sommes particulièrement compétents du fait que nous sommes organismes notifiés sur la directive ATEX. Voilà. Et puis, le rappel, la sécurité, c'est une affaire de compétences, et la formation des travailleurs est essentielle, et la certification des compétences est une piste pour apporter plus de confiance dans le fait que les opérateurs sont effectivement compétents et vont être capables d'opérer les systèmes sans générer des risques. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno pour avoir réussi l'exploit de nous exposer le cadre global de normalisation lié à l'hydrogène, qui est un sujet quand même très vaste et très buissonnant. Et tout ce cadre normatif nous permet de nous rendre compte finalement à quel point la sécurité de l'hydrogène englobe un champ très large de domaines techniques. Le risque gaz, le risque électrostatique, la résistance des structures, etc. D'où l'importance de disposer de compétences multidisciplinaires et de personnes qui intègrent également l'ensemble des composantes du risque pour pouvoir embrasser la thématique de la sécurité de l'hydrogène dans toutes ses dimensions. Et justement, nous allons maintenant nous tourner vers une spécialiste de l'intégration de l'ensemble des composantes du risque, Aurore Sariquet, experte en analyse de risque, qui a des années d'expérience sur les risques majeurs dans le domaine industriel et qui va nous apporter son regard sur la maîtrise des risques lors de la phase finale, c'est-à-dire de déploiement d'une installation sur un site ou sur un territoire. Aurore, c'est à toi.
Bonjour à tous. Vous venez de voir avec Bruno le cadre réglementaire applicable avant la mise sur le marché. Et donc, moi, je vais vous présenter de manière assez synthétique le cadre réglementaire applicable pour la sécurisation du déploiement des installations sur le territoire. Donc, quelle est la réglementation qui encadre la sécurité des installations lorsqu'elles sont mises en exploitation? C'est la réglementation ICPE. Donc, la réglementation ICPE, elle relève du Code de l'environnement. Dans le Code de l'environnement, on a à l'annexe de l'article R511-9 la nomenclature des installations classées. Qu'est-ce que c'est la nomenclature des installations classées? C'est la liste des substances et des activités qui sont jugées à risque et pour lesquelles on définit des seuils de quantité présente ou des seuils de puissance d'installation qui vont générer une obligation de respecter des dispositions réglementaires spécifiques. Donc là, je fais un rappel rapide du cadre réglementaire, des procédures administratives et des dispositions réglementaires applicables en fonction du classement de l'installation. En France, il y a 5 seuils de classement. Il y a les 2 seuils qui découlent de la directive européenne Seveso. Donc, c'est le seuil Seveso seuil bas et le seuil Seveso seuil haut. Et il y a le seuil français d'autorisation. Pour ces 3 seuils d'autorisation simple ou Seveso seuil bas, seuil haut, un exploitant a l'obligation de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale qui notamment comprend une étude de danger dans laquelle les risques sont évalués et les dispositions de maîtrise des risques sont présentées. À l'issue de cette procédure administrative de demande d'autorisation environnementale, un arrêté préfectoral d'autorisation est paré pour cette installation spécifiquement, avec des exigences à respecter tout au long de l'exploitation. Je vais passer rapidement sur les autres seuils. Donc, il y a le seuil d'enregistrement qui nécessite aussi de déposer un dossier en préfecture et qui va faire l'objet de la délivrance d'un arrêté d'enregistrement. Il y a le seuil de la déclaration qui va faire l'objet d'une déclaration à la préfecture sous la forme d'un CERFA et qui ensuite fait l'objet d'un récépissé de déclaration et de l'obligation de respecter des exigences applicables à toutes les installations de cette même rubrique au travers d'un arrêté qu'on appelle l'arrêté ministériel de prescription générale. Et ensuite, pour les installations classées, il ne faut pas... Les installations non classées, donc on n'a pas de procédure administrative spécifique définie dans le Code de l'environnement, mais il y a quand même des réglementations applicables, et notamment le règlement sanitaire départemental. Donc là, on vient de voir la procédure administrative et les dispositions réglementaires applicables en fonction du niveau de classement de l'installation classée. On va voir spécifiquement quelles sont les rubriques applicables à l'hydrogène. Donc, pour l'usage de l'hydrogène, donc que ce soit le stockage ou la mise en œuvre dans les différents équipements, c'est la rubrique 4715 qui s'applique. Et on a 2 seuils de classement. On a le seuil de 100 kg qui va définir le régime de la déclaration. Et au-dessus de 1 tonne de quantité présente, donc l'installation va relever de l'autorisation. Pour les installations soumises à déclaration, il y a 2 textes applicables, donc 2 arrêtés ministériels de prescription générale. L'arrêté du 12 février 1998 et l'arrêté du 26 novembre 2015 qui, lui, s'adresse plus spécifiquement aux chariots à hydrogène gazeux. Pour la fabrication d'hydrogène, c'est la rubrique 3420 qui est applicable et qui fixe directement un seuil d'autorisation. Alors, il faut savoir qu'il y a une note interprétative de la DGPR, donc du ministère français, pour cette rubrique-là,
qui précise que lorsque le procédé ne présente pas d'enjeu particulier, il sera possible de ne pas juger une fabrication comme étant en quantité industrielle, quand bien même le produit serait commercialisé. À titre d'exemple, la fabrication d'hydrogène par électrolyse de l'eau pourrait, selon notamment le volume d'eau consommé et les enjeux de pression sur les ressources en eau ou de l'efficacité énergétique du dispositif, ne pas relever de la rubrique 34.20. Donc aujourd'hui, cette note interprétative a été précisée et en fait, c'est uniquement les installations qui ont une puissance supérieure à 6 MW qui relèvent de la 34.20 et qui doivent donc déposer un dossier de demande d'autorisation. Pour la liquéfaction de l'hydrogène, donc la production d'hydrogène liquide, c'est la rubrique 3140 qui est applicable, donc le petit b de cette rubrique, et où on voit qu'on a directement aussi un seuil d'autorisation, un régime d'autorisation. Pour la distribution d'hydrogène liquide, c'est la rubrique 1414 qui est applicable. Et pour les stations-service d'hydrogène gazeux, c'est la rubrique 1416 qui est applicable. Et pour cette rubrique, on a donc le régime de classement, c'est un régime de déclaration. Et l'arrêté ministériel applicable, c'est l'arrêté du 22 octobre 2018, qui aujourd'hui est en cours de révision. Le projet de nouvel arrêté devrait paraître en début d'année 2023. Donc là, on a vu comment les installations qui mettent en œuvre de l'hydrogène sont classées dans le Code de l'environnement. Maintenant, on va voir, en application de cette réglementation ou dans le cadre d'une démarche volontaire, comment on analyse les risques et comment on les maîtrise. Donc, d'abord, quand on parle d'analyse de risque, de quoi on parle ? Donc, il faut savoir qu'il y a une méthodologie donc, qui est bien définie en France pour réaliser l'analyse des risques. La première étape consiste à identifier les séquences accidentelles susceptibles de se produire. Donc, dans le cas de l'hydrogène, on va identifier les séquences accidentelles qui peuvent conduire à une fuite d'hydrogène, elles-mêmes pouvant conduire à un jet enflammé ou une explosion en champ libre, comme on a vu lors des présentations de Beno et Jérôme. On va identifier les séquences accidentelles susceptibles de conduire à une montée en pression à l'intérieur d'un équipement, elles-mêmes pouvant conduire à un éclatement qui peut générer des effets de surpression. Et enfin, on va identifier les séquences accidentelles susceptibles de conduire à la formation d'une atmosphère explosive à l'intérieur d'un équipement, elles-mêmes pouvant conduire à une explosion interne qui peut produire également des effets de surpression. Une fois qu'on a identifié les séquences accidentelles, donc les dérives de fonctionnement, les dérives, les défaillances structurelles, les agressions externes qui peuvent conduire à un accident, on va caractériser le risque. Donc en France, on caractérise le risque à travers deux composantes, sa probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences. Donc on doit évaluer la probabilité de l'accident et évaluer la gravité des conséquences pour pouvoir définir si le risque est acceptable. Si le risque est jugé inacceptable, on va mettre en œuvre des dispositions pour le maîtriser et le réduire. Donc, il y a 4 axes qui sont envisagés pour réduire le risque. On va regarder si on peut réduire le danger potentiel. Donc, exemple de dispositions pour réduire le danger, c'est diminuer les quantités présentes, atténuer les conditions de fonctionnement, diminuer la pression, la température de fonctionnement. On peut aussi donc regarder s'il est possible de réduire la probabilité d'occurrence. Donc, comment on réduit la probabilité d'occurrence d'un accident? En agissant sur la prévention de cet accident, tout ce qui peut empêcher que la séquence accidentelle se déroule. Donc, ça va être tout ce qui relève de la maintenance préventive, le contrôle périodique d'absence de fuite, le changement préventif des flexibles, la protection mécanique des tuyauteries, la protection des réservoirs contre les agressions thermiques, etc. On peut aussi regarder s'il est possible de réduire l'intensité des effets d'un accident, donc, ou l'étendue de ces effets. Donc là, on va regarder si on peut, par exemple, mettre en place des surfaces soufflables en toiture des bâtiments ou des containers pour diriger les effets vers le haut
et limiter l'intensité des effets de surpression pour éviter donc qu'ils atteignent les personnes. On peut aussi prévoir, par exemple, d'installer des orifices calibrés sur les tuyauteries pour limiter les débits de fuite. Tout ce qui est aussi système de détection de fuite qui va permettre de limiter la quantité rejetée, la ventilation des espaces confinés, etc. Quatrième axe à envisager pour réduire le risque, c'est réduire la gravité des conséquences. Donc l'intensité, c'est les effets générés par une explosion, les effets de surpression ou les effets thermiques générés par un jet enflammé. La gravité des conséquences, c'est les enjeux humains qui sont impactés par ces effets. Donc, pour éviter que les enjeux humains soient impactés par ces effets, par exemple, on va prévoir des distances d'isolement entre les installations et le public qui se trouve à l'extérieur du site. Donc ça, c'est une présentation succincte de la démarche d'analyse de risque telle qu'elle est menée en France. Quelques points d'attention concernant la maîtrise des risques et plus particulièrement donc, la maîtrise des risques associés aux installations hydrogène. Donc, on l'a vu lors des présentations, l'hydrogène présente des spécificités à prendre en compte. La taille de la molécule qui est très petite et qui donc aujourd'hui ne permet pas de garantir une étanchéité à 100% des installations. La propriété de fragilisation des métaux qui peut aussi conduire à des fuites. L'énergie minimale d'inflammation qui est très faible et qui donc peut nous laisser présager qu'une fuite d'hydrogène peut, de manière assez rapidement, spontanément, s'enflammer. Et le fait que l'hydrogène est un gaz très réactif, donc qui peut présenter des distances d'effet assez importantes en cas d'explosion. Deuxième point, l'importance d'impliquer tous les acteurs d'un projet dans l'évaluation et la maîtrise des risques. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les projets qui sont mis en œuvre pour les installations hydrogène font intervenir plusieurs acteurs. Et certes, il est important d'évaluer les risques pour chaque installation spécifique, mais c'est très important aussi de réaliser des analyses de risques intégrées qui prennent en compte toutes les installations qui vont être exploitées ensemble et tous les acteurs qui vont œuvrer, exploiter, maintenir ces installations. Je prends un exemple, un dépôt de bus, de bus hydrogène qui est équipé d'une unité de production donc, par électrolyse, qui elle-même alimente un stockage et une station de distribution qui va permettre de recharger les bus. Il faut effectivement que des analyses de risque soient menées sur l'électrolyseur, sur la station de distribution, sur le bus, mais il faut aussi qu'une analyse des risques intégrée soit menée sur l'ensemble du dépôt pour tenir compte de la connexion des installations et des différents acteurs qui vont opérer le site et les différentes installations. Troisième point important, la formation des opérateurs. Donc ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est très important. Tout le monde va évidemment penser à la formation des opérateurs par rapport à leur métier, mais c'est important aussi pour les opérateurs qui vont œuvrer sur des installations hydrogène, qui soient formés aux risques spécifiques de l'hydrogène, et notamment des opérateurs de maintenance, qui ne sont pas des opérateurs qui vont exploiter les installations de manière continue, mais qui vont intervenir pour changer un joint, changer une partie de tuyauterie, etc. Il faut qu'ils soient formés aux risques associés à l'hydrogène. Et au-delà de la formation des opérateurs, toute l'organisation doit être, bien sûr, prendre en compte les risques associés à l'hydrogène, notamment au travers de procédures qui doivent être mises en œuvre et respectées par tout le monde. Un point important qui a déjà aussi été évoqué, c'est une réglementation qui doit être adaptée aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages. Il y a déjà un cadre réglementaire qui existe. Je vous l'ai présenté au travers des arrêtés qui sont déjà existants.
Il faut savoir que les technologies évoluent assez rapidement, donc c'est pour ça que la réglementation s'adapte et que notamment l'arrêté relatif aux stations-service a été mis à jour cette année. Et il faut aussi que la réglementation s'adapte aux nouveaux usages, et notamment le ferroviaire, le fluvial, le maritime et l'aérien, qui sont en train de développer une propulsion à l'hydrogène. Le cadre normatif qui vous a été présenté doit aussi s'enrichir rapidement pour tenir compte des évolutions de technologie et des augmentations de capacité. On a eu un exemple récent donc, dans le cadre de la révision notamment de l'arrêté 1416 pour les stations-service. C'est que le cadre normatif aujourd'hui est bien développé pour encadrer le remplissage des véhicules jusqu'à des débits de 120 grammes par seconde. On voit arriver aujourd'hui des besoins de distribution à des débits supérieurs à 120 grammes par seconde. On parle de débits de 180 grammes par seconde, 300 grammes par seconde. Il faut que le cadre normatif évolue et prévoit des protocoles de remplissage adaptés pour ces débits supérieurs à 120 grammes par seconde pour s'assurer donc que ces opérations sont menées en sécurité. Et enfin, le dernier point qui a déjà aussi été abordé, c'est la nécessité de partager, de prendre en compte le retour d'expérience, y compris les signaux faibles. Donc ça, c'est pour progresser au niveau de la maîtrise des risques. C'est très important que les différents acteurs partagent leur retour d'expérience, partagent ce qu'ils ont pu connaître comme presque accident, comme incident, qui aurait pu conduire à un accident si le risque n'avait pas été maîtrisé. Regardez aussi quels sont les accidents qui ont pu se produire à l'étranger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance en France de ne pas avoir connu d'accidents majeurs concernant l'hydrogène. Donc, il faut regarder quels sont les accidents qui se sont déjà produits, en tirer les leçons de manière à progresser sur la maîtrise des risques. J'en ai fini avec ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci, Aurore. Donc, cet exposé clôture la partie présentation de ce webinaire. Alors, ces présentations ont finalement duré un petit peu plus longtemps que prévu initialement. Je pense que c'est parce que les intervenants ont essayé d'intégrer dans leur présentation des éléments de réponse à des questions qui avaient été posées en amont du webinaire. Nous allons quand même réserver 15 à 20 minutes pour la séance de questions-réponses finale. Et pour cela, j'invite les différents intervenants à ouvrir leur caméra, fermer leur micro, mais ouvrir leur caméra. Ils pourront ouvrir le micro quand ils parleront. Alors, étant donné le très grand nombre de questions reçues, plus de 250 en fait, et celles que nous avons en plus vues passer dans le chat au cours de ces présentations, il est bien évident que nous ne pourrons pas traiter l'ensemble de ces questions, nous ne pourrons en traiter que quelques-unes, mais nous avons essayé de les regrouper et de donner la priorité à celles qui sont revenues le plus souvent. Alors, nous allons commencer tout de suite. Et la première question, je vais peut-être me tourner vers Beno. Elle porte sur la détection d'hydrogène. Alors, je vous lis la question. Comment détecter les fuites et feux d'hydrogène? Quelle technologie faut-il installer? Quelles sont les performances des détecteurs? Une autre question, est-il possible d'odoriser l'hydrogène afin de pouvoir détecter des fuites éventuelles sur les dispositifs automobiles ou autres? Donc, Beno, peux-tu nous donner quelques exemples de technologies qui peuvent être utilisées pour détecter l'hydrogène? Et la question connexe, est-ce qu'on peut odoriser ce gaz comme on le fait avec le mercaptan, par exemple, pour le gaz naturel? Alors, tout d'abord, il faut savoir dans quel contexte on souhaite identifier l'hydrogène. Donc, on ne t'entend pas, Beno. Ah, le microphone ne marche pas? Allô? Si. Oui, donc tout d'abord, il faut distinguer un petit peu entre les différentes situations où on veut détecter l'hydrogène. Donc, il y a par exemple des maintenances où c'est nécessaire de rester peut-être en distance pour certaines circonstances. Ou bien si c'est une installation qui détecte en permanence les fuites d'hydrogène. Donc, je pense qu'on peut déjà distinguer entre deux cas. Donc, après, il y a aussi des moyens de détecter des petites fuites uniquement par une delta P dans l'installation elle-même. Hein. Donc, ça, c'est aussi une possibilité.
Et après, si on veut gérer les risques ATEX dans un environnement, bon, ça c'est encore une situation à part. Et donc là, il faut avoir des installations fixes à l'extérieur de l'installation, dans des espaces confinés, qui peut consister soit en une détection de type calorimétrique ou bien catalytique. Donc le 2 travaille avec un changement de la résistance. Et on mesure le changement de résistance. Dans un cas, c'est une réaction de l'hydrogène directement avec une surface. Et dans l'autre cas, c'est le changement de la résistance en fonction du changement de conductibilité thermique de l'hydrogène. Voilà, donc ça c'est en gros les deux technologies qui sont aujourd'hui appliquées. Après, effectivement, il y a aussi, dès qu'on est sur des cadres, quand on a des fuites supersoniques, en fait, qu'on peut aussi détecter le son. Ça c'est une autre technologie. Donc, on va mesurer avec un capteur ultrasonique, en fait, le fuite. Et si on prend maintenant des installations, on fait plutôt la phase où on veut détecter pendant la maintenance ou pendant les phases de maintenance, en fait, le fuite prévisible, il y a des nouvelles technologies qui sont combinées, qui font combinaison entre détecteurs ultrasoniques, donc il y a une centaine de microphones qui sont sur un panneau et une caméra qui peut visualiser en fait le fuite. Donc ça c'est extrêmement performant dans les circonstances de détecter des fuites en distance, par exemple. Après, sur la question de odoriser en fait l'hydrogène, bah, ça c'est une vraie problématique avec les piles à combustible aujourd'hui qui ne sont pas du tout adaptés pour le gros, en fait, ce qu'on connaît pour le méthane, en fait, les mêmes mercaptane, en fait, ça va casser les piles à combustible. Et donc, il y a certainement encore un peu de travaux nécessaires pour cette question-là. Et je m'arrête là. Ok, très bien, merci Beno pour ces éclaircissements. Alors, nous avons également beaucoup de questions autour de la sécurité des véhicules hydrogène. Et là, je vais me tourner plutôt vers Bruno, qui peut ouvrir sa caméra d'ailleurs. Je vous lis la question reçue. J'ai assisté à des réunions contradictoires, certaines disant qu'il n'y a pas de problème pour la mise en circulation de véhicules à hydrogène, d'autres expliquant à quel point nous n'y étions pas encore. Alors, Bruno, les véhicules à hydrogène, peux-tu nous dire d'abord comment est assurée la sécurité sur un véhicule à hydrogène et est-ce que selon toi, on a atteint la pleine maturité dans ce domaine ou y a-t-il encore des axes de progrès? Ok. Alors, la sécurité, elle est encadrée par une réglementation. J'ai mentionné tout à l'heure le règlement ONU R134. C'est un règlement qui finalement définit les exigences essentiellement autour du réservoir d'hydrogène qui concentre, on va dire, le potentiel de danger et les accessoires sur ce réservoir destinés à assurer la sécurité du réservoir dans différents types de scénarios. Sachant que finalement, ce qu'on redoute principalement, c'est le scénario incendie. Et vis-à-vis de ce scénario, il est prévu dans le cadre de cette réglementation que les réservoirs soient équipés de TPRD, donc de sortes de soupapes, de thermofusibles qui s'ouvrent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur de l'incendie et qui permettent de libérer l'hydrogène et donc d'éviter l'éclatement du réservoir, qui est le scénario majeur que l'on redoute. Mais par ailleurs, les réservoirs, il faut aussi qu'ils soient protégés contre les chocs. Et donc à ce niveau-là, la réglementation prévoit que le réservoir doit être protégé, finalement doit être dans un espace protégé du véhicule et prévoit un certain nombre de crash tests qui permettent de vérifier que à l'issue de ces crashs, on n'a pas d'éclatement ni de fuite. Et puis, il y a les risques aussi qui sont liés au cycle de vie du réservoir. Il ne faut pas que, à l'issue de plusieurs milliers de cycles de mise sous pression et de vidange, le réservoir puisse éclater. Et donc, il y a des essais qui sont prévus dans le cadre de ce règlement R134 pour s'assurer de la tenue du réservoir tout au long de son cycle de vie. Alors, ça, c'est le cadre actuel. Là où il y a des progrès à faire, c'est que ce cadre il a été pensé essentiellement pour des véhicules légers et qu'il y a actuellement des travaux qui sont
en cours au niveau de l'ONU, donc du GTR 13, pour revoir cette réglementation et avoir une réglementation qui soit plus adaptée aux problématiques des véhicules lourds, pour lesquels les solutions qui sont proposées là sont pas forcément tout le temps robustes, et il y a des essais nouveaux qui vont devoir être mis en place pour répondre à ces enjeux-là. Donc voilà, c'est essentiellement ça, l'axe de progrès, c'est les véhicules lourds, et puis c'est renforcer l'arsenal d'essais pour pouvoir renforcer la robustesse des véhicules, notamment vis-à-vis du risque d'impact de crash. Tiens, Je peux merci compléter. Bruno pour cette réponse très complète. Mais je me Alors, permets il y avait aussi un certain nombre de questions autour de l'articulation entre la réglementation ATEX et la réglementation ICPE. La question, je vous la lis, y a-t-il une séparation claire entre la réglementation applicable aux travailleurs et celle applicable au titre ICPE? Par exemple, un local batterie comportant toutes les dispositions techniques réglementaires ATEX, mais dont l'explosion serait tout de même retenue au titre de l'étude de danger. Alors, Aurore, est-ce que tu peux nous préciser comment s'articulent ces deux réglementations, quels objectifs elles poursuivent chacune, et pourquoi certains scénarios sont retenus au titre d'une réglementation et ne le sont pas au titre de l'autre, et réciproquement? Oui, alors effectivement, dans la réglementation française, la protection des travailleurs est dissociée de la protection de l'environnement, et notamment des riverains humains des installations industrielles. Donc tout ce qui est réglementation ATEX relève du Code du travail, et tout ce qui est réglementation ICPE relève du Code de l'environnement. Et donc les objectifs ne sont pas les mêmes, puisque dans le Code du travail, l'objectif sera de protéger les travailleurs. Dans le Code de l'environnement, l'objectif va être de protéger les riverains des installations. Donc, dans les études ATEX, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les petites fuites, alors, parce que là, j'ajuste ma réponse par rapport à l'hydrogène. On va regarder les petites fuites qui sont susceptibles de se produire dans un fonctionnement normal de l'installation, en fait, et qui peuvent, si jamais elles s'enflamment, impacter les travailleurs. Dans le Code de l'environnement, on regarde plutôt les fuites majeures, les accidents majeurs, qui sont susceptibles d'avoir des effets à l'extérieur du site. Donc, on va regarder tout ce qui est physiquement possible, même si la probabilité est extrêmement faible. Parce que là, pour le coup, ce sont des accidents, des fuites qui vont intervenir que s'il y a des dérives de fonctionnement et des séquences accidentelles. Là, on n'est pas dans le cadre du fonctionnement normal de l'installation. D'accord. D'accord, très bien, merci Aurore. Je me tourne maintenant vers Jérôme. Une question pour toi, Jérôme, sur l'inflammation de jets d'hydrogène. Il y a eu plusieurs questions autour de ça, inflammation immédiate ou retardée. Une des questions, je vous la lis, à partir de quel niveau de pression l'UVCE, c'est-à-dire l'explosion d'un nuage hydrogène-air, devient assez improbable pour ne pas être retenu du fait de l'inflammation immédiate du jet d'hydrogène? Alors, Jérôme, est-ce qu'il y a, à ton sens, effectivement un niveau de pression à partir duquel on peut considérer qu'on n'aura jamais d'UVCE? Merci Franck pour cette question. En fait, il faut se poser la question par rapport à la situation dans laquelle se produit la fuite. En effet, si on est dans le cadre d'une fuite non confinée, comme je le montrais sur la présentation, on peut avoir deux régimes de fuite, des régimes de panache ou des régimes de jet turbulent. Et il existe en fait des régimes qui sont un peu intermédiaires sur des débits, voilà, sur des débits, donc sur des pressions pas très basses, mais pas très élevées non plus. Donc je sais que je fais une petite réponse de Normand, mais ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on se trouve. Donc selon le débit de fuite et surtout le régime dans lequel on se trouve, typiquement dans un régime de panache, on aura plutôt des flamèches lors de son inflammation, et donc pas forcément de risque d'explosion, donc de création de surpression. Par contre, sur des jets turbulents,
pour le coup, on a un risque, même à faible débit, de formation d'une poche de gaz qui crée des effets de surpression. Et il ne faut pas oublier également les effets thermiques, donc c'est-à-dire les effets de flash fire, donc c'est-à-dire les feux de nuages, donc, puisque la flamme se propage jusqu'à l'ensemble de la poche inflammable. Donc effet de surpression, effet thermique. Mais ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que cette fuite n'est pas forcément réalisée dans un environnement qui va être complètement libre. On peut avoir des semi-confinements, donc qui sont ouverts, mais potentiellement une fuite un jet d'hydrogène qui viendra impacter un mur. Et là, au niveau de ce point d'impact, on a la formation d'une poche de gaz inflammable qui peut créer des effets de pression non négligeables, même pour des petites fuites. Ok, très bien. Merci Jérôme. Alors, on va encore prendre 2 questions parce que le temps tourne malheureusement. Une question peut-être dirigée vers Bruno sur la sécurité liée à l'utilisation de petites quantités d'hydrogène. Alors, c'est vrai que, alors je vous lis une question, il y a beaucoup de questions autour de ça, mais je vous en lis une. Quelles sont les règles de sécurité à respecter lors de l'implantation de bancs pédagogiques ou pour réaliser des essais de laboratoire, c'est-à-dire lorsqu'on utilise des petits volumes, quelques millilitres, ou des volumes moyens, quelques litres? C'est vrai que ce sont des quantités qui sont limitées, qui passent généralement sous les seuils de la réglementation ICPE. Alors Bruno, est-ce que selon toi, on peut écarter tout risque d'accident grave dans ces types d'usages? Et sinon, comment est-ce qu'on se prémunit des risques et quelles sont les exigences réglementaires qui s'appliquent dans ces cas-là? Alors, déjà, ces bancs, ils vont être mis en œuvre dans un environnement de travail, et donc le code du travail s'applique, et donc la réglementation ATEX s'applique. Et dans le cadre de cette réglementation, on va devoir faire une évaluation des risques, identifier des scénarios et de ce fait mettre en œuvre toute la démarche de maîtrise de ce risque d'explosion. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, même si on ne rentre pas forcément dans le cadre de la réglementation des installations classées, c'est toujours bien de faire une étude de sécurité pour vérifier qu'on n'a pas des scénarios qui pourraient conduire à des conséquences graves. Je prends le cas, même si ça serait a priori traité dans le cadre de la réglementation ATEX, mais le cas d'un local qu'on pourrait remplir d'un mélange hydrogène-air suite à une fuite à haut débit, avec une ventilation insuffisamment dimensionnée, les conséquences en cas d'explosion pourraient être très importantes. Et donc, il faut toujours s'assurer finalement que, à la fois par la conception du système et puis par les sécurités qu'on a mises en place, notamment dans le contexte de la réglementation ATEX, on a bien suffisamment réduit le risque de ce genre de scénario. Et alors, par ailleurs, des bancs pédagogiques qui vont être mis en œuvre dans un environnement qui reçoit du public. Et là, par contre, actuellement, il y a encore un peu un vide réglementaire sur l'utilisation d'hydrogène dans les établissements qui reçoivent du public. Et je pense qu'il convient de s'adresser aux pompiers et puis au ministère de l'Intérieur pour avoir des éclaircissements. Je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours, mais ça reste encore un domaine un peu compliqué. Parfait, merci Bruno. Alors, dernière question, et là, on va être un petit peu moins dans la technique, on va prendre, c'est une question un peu plus générale, un peu plus sociétale. Et c'est une question qui revient souvent et qui est aussi intéressante dans sa formulation, c'est sur la perception des risques par le grand public. Donc, je vous lis un exemple de question, c'est comment démystifier les dangers de l'hydrogène face aux craintes du grand public? Alors, elle est intéressante par sa forme et elle est intéressante par le fond. Alors, il se trouve qu'en fait, effectivement, les enquêtes d'opinion qui ont été réalisées sur l'hydrogène ces dernières années montrent plutôt une perception positive de l'hydrogène auprès du grand public, avec malgré tout, effectivement, un point d'interrogation, voire une inquiétude parfois autour de la question de la sécurité. Alors, est-ce que cette interrogation relève du mythe, c'est-à-dire de quelque chose qui ne serait pas fondé ou qui serait très exagéré et qu'il faudrait donc démystifier, comme c'est formulé dans la question, ou finalement, est-ce que cette perception du public n'est pas assez juste en ce sens que
L'hydrogène n'est pas un gaz anodin, on l'a vu à travers ces différentes présentations, qui présente objectivement des risques, mais dont les risques peuvent être maîtrisés dès lors qu'on sait les identifier, les évaluer et définir et mettre en œuvre les bonnes barrières de sécurité avec des personnels qualifiés. Et là, je me tourne vers Aurore. Donc, Aurore, quel est ton regard là-dessus? Quelle est pour toi la juste perception qu'il faut avoir de l'hydrogène? Je pense que c'est un peu ce que tu viens de dire. En fait, pour moi, il faut ni démystifier les risques associés à l'hydrogène, ni les exagérer. En fait, on l'a vu au travers des différentes présentations. L'hydrogène, c'est une molécule qui présente des propriétés de danger. Donc, ça, c'est factuel. Donc, tout l'enjeu, c'est d'évaluer les risques et de les maîtriser jusqu'à un niveau acceptable. C'est ce qu'on fait déjà sur tout un tas d'autres installations industrielles qui présentent des risques. Donc là, l'enjeu, c'est ni de démystifier ni d'exagérer, c'est d'expliquer, je pense, de manière transparente les risques associés à l'hydrogène et quelle est la démarche qui est menée en France pour évaluer ces risques et les maîtriser de manière adéquate jusqu'à un niveau acceptable. Voilà, donc très bien. Merci Aurore pour cette réponse. Alors nous devons malheureusement rester là pour les questions car nous arrivons au terme de ce webinaire. Évidemment, il n'a pas été possible de répondre à toutes les questions posées, mais ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous adresser par mail les questions peut-être plus spécifiques à vos projets et nous nous ferons un plaisir d'y répondre ou de vous recontacter si vous le souhaitez pour en discuter. Alors, l'adresse à laquelle il faut nous écrire, c'est mon adresse, franz.lahaye@ineris.fr. Vous la retrouverez sur la page du webinaire, c'est-à-dire la page à partir de laquelle vous vous êtes inscrit. Nous avons également beaucoup insisté sur le besoin de formation et de sensibilisation au risque hydrogène. C'est l'occasion de signaler que l'INERIS propose des formations sur la sécurité de l'hydrogène. Vous avez plusieurs formules, une sur une journée, une autre un petit peu plus complète sur 3 jours, ainsi que la possibilité pour nous d'intervenir en intra-entreprise si vous avez un nombre de personnes suffisant et peut-être pour que les intervenants, les formateurs puissent orienter un petit peu plus leur formation vers vos besoins. Il y aura également au cours de l'année 2023 un module de e-learning de sensibilisation au risque hydrogène qui sera adapté à un large public. Vous pouvez retrouver toutes ces informations également sur la page du webinaire. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger un certain nombre de documents qui sont en accès gratuit en accès libre et gratuit sur notre site internet et dont vous avez également les liens qui ont été mis sur la page du webinaire. Donc, rendez-vous sur cette page pour avoir plus de ressources, toutes les ressources qui vous permettront de prolonger ce webinaire. Il nous reste à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre attention et votre présence très nombreuse. Merci encore, bonne journée et à très bientôt.